Bonsoir à toutes et à tous. Il a l'art de revenir dans le débat politique avant chaque présidentielle. François Bayrou est celui qui incarne le mieux le centre aux yeux des Français. Les sondages le donnent encore aux alentours de 13% d'intention de vote. Et si cet homme, sans troupe et sans mandat national, détenait la clé de l'élection présidentielle? Alors il a choisi de caler son pas sur celui d'Alain Juppé. Mais jusqu'à quand parviendra-t-il à convaincre nos témoins, nos experts, qu'il n'est pas juste devenu un observateur avisé de la vie politique française, mais qu'il a encore un destin national et surtout l'envie de faire? Vos questions, vos commentaires au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Fabrice Hauss et Maxime Liogier. C'est Politique, c'est parti. De ses années de professeur de français au lycée, François Bayrou a conservé quelques usages. Je vais faire l'appel, si vous voulez bien. Madame Semavoine. Présente. Madame Hilde. Présente. Monsieur Bernos. Monsieur Patriarche. Présent. Le prof, ou plutôt le patron, ici c'est lui. François Bayrou, 65 ans, maire de Pau et président de l'agglomération. Ce soir-là, et comme d'habitude, il préside la commission sous le portrait d'Henri IV, l'enfant du pays. Dans cette arène de la politique locale, Bayrou mène les débats et distribue avec gourmandise les bons et les mauvais points. Je pense que vous avez une vision courte. Franchement, c'est pas glorieux comme intervention. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez une seconde. Le seul adjectif qui me vient en tête, c'est mesquin. Ils me font chier. Ah ben c'est vigoureux, oui. Ici, vous savez, c'est une terre de rugby, donc c'est tout à fait bien et normal. Mais ce soir, c'était plutôt extrêmement gentil. Donc voilà. Vous aimez ça, François? Moi, j'aime beaucoup, mais c'est mon tempérament. Si ce n'est pas catastrophique, sauf que ça fait 6 ans... Quand François Bayrou accepte de parler de lui, ça finit souvent ici, au cœur du Béarn. Sabissaï. Sabissaï. Sabi, ça veut dire venez, et saï, ça veut dire viens. C'est une mélopée, donc au troupeau on dit venez toutes, et à l'une on dit viens. Venez, venez, viens. Cette langue, ses racines qu'il cultive comme un ancrage politique, une histoire personnelle qu'il partage ce jour-là avec des éleveurs de la race béarnaise. La vie a fait que je me suis trouvé obligé de reprendre l'exploitation familiale, toute petite exploitation, parce que mon père s'est tué dans un accident du travail en remuant des balles de foin quand j'avais 20 ans ou 22 ans. Et donc ça a été toute une partie de ma vie pendant 20 ans. Et je suis encore chef d'exploitation. Pas de beaucoup, hein, mais... Même en pleine campagne, chez François Bayrou, la politique n'est jamais loin. À ce moment-là, elle se manifeste via les bips de son téléphone portable, l'annonce du dernier remaniement. Rien que de très attendu. Vous êtes déçu? Non, j'attendais rien, donc je ne peux pas être déçu. Franchement, je pensais que ça ne changerait rien. Et ça ne changera rien, en effet. Allez, venez. Il n'en dira pas plus, ou peut-être ce soir, à ses copains. Ça va, Jean-Claude? Une réunion autour d'un château Margaux et quelques truffes noires du pays. Les valeurs éternelles pour célébrer l'amitié. Les copains d'abord, mais chez François Bayrou, ils ne sont pas si nombreux. On va parler un peu de ce continent milieu. Pour moi, c'est plus difficile d'être ami avec un homme qu'avec une femme. Je sais pas, peut-être parce que je préfère, enfin, par goût, je préfère être ami avec... Enfin, c'est pas que je préfère, c'est qu'il me vient plus naturellement d'être ami avec des femmes qu'avec des hommes. Les hommes, j'en ai vraiment très 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 peu. J'en ai quelques-uns, mais très très peu. Un adjectif pour le définir? Honnête. C'est déjà beaucoup. Surtout en politique. À notre amitié. Autour de la table, on parlera chevaux aussi, l'autre passion de François Bayrou. Et aussi politique bien sûr. D'ailleurs, la télé restée allumée dans un coin du salon ne parle que de cela. Le patron du Modem a lui aussi sûrement des choses à dire. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir.
Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, des experts et des témoins. Je vous présente Lauriane Regal, professeure de lettres modernes depuis 12 ans dans un collège classé en zone d'éducation prioritaire à Lyon. Yves Delahaye, ancien militant du MoDem, il a cru à vos côtés au MoDem en 2007, mais vous avez tourné les talons après les législatives de 2012, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, notre partenaire dans cette émission qui sondera vos convictions en matière économique. Enfin Bernard Sananès, politologue et sondeur, président d'ELAB, cabinet d'études et de conseil, qui se penche sur le cas Bayrou dans l'opinion. Une première question, est-ce que vos oreilles ont sifflé hier? Vous voulez dire, est-ce que Nicolas Sarkozy a parlé de moi, ce qui arrive assez régulièrement? Oui. En termes extrêmement amicaux, ce qui aussi est son habitude. Alors on va dire ce qu'il a dit, hein. Il était au Conseil national des Républicains, il a rappelé à ses troupes que vous êtes de gauche, une mise en garde, ça vous fait déjà sourire, qu'il adressait à Alain Juppé, que vous soutenez, que vous lui répondez? Alors, oui. Contrairement aux apparences, ce n'est évidemment pas moi qui suis visé. Celui qui est visé, c'est Alain Juppé. Comme Nicolas Sarkozy n'arrive pas à accrocher Alain Juppé, par quelque angle que ce soit, alors évidemment, il cherche à trouver un allié. Pourquoi il considère que vous êtes le boulet d'Alain Juppé? Oui, je ne crois pas du tout ça, mais je vais vous en dire un mot de plus. Alors cette attitude un peu agressive, qui correspond à la manière de Nicolas Sarkozy, raison pour laquelle j'ai voté contre lui, parce que je pense qu'un chef d'État, un président de la République, a une mission prioritaire. C'est de ne pas diviser les Français, c'est de les rassembler pour répondre aux problèmes du pays. C'est de la politique. Et donc quand il a conduit sa campagne, exercé le pouvoir pendant 5 ans, j'ai jugé, et je juge encore, qu'il a manqué à cette obligation, à ce devoir-là. Et donc, cette attitude agressive l'amène à dire des bêtises plus grosses que lui. Alors, il dit, moi je pense que M. Bayrou vote à gauche, pas depuis 2012, depuis bien avant. C'est quand la dernière fois que vous avez voté à droite? Non, attendez, finissez sa phrase. Il dit, il a voté à gauche en 2002. Et il suffit de regarder les visages amusés des politologues qui sont là. En 2002, il n'y avait pas de candidat de gauche au deuxième tour et il aurait été surprenant que je vote ou que je votasse à gauche en 2002 parce que j'étais moi-même candidat au premier tour et je vous assure que je n'ai pas eu d'hésitation. C'est quand la dernière fois que vous avez voté à droite, François Bayrou? J'y viens si vous voulez. Mais finissons. Ça l'amène à dire des bêtises énormes. Pourquoi? Parce que simplement, il est entraîné par cette idée d'être agressif, d'ouvrir une polémique. Et j'ai voté pour le candidat de gauche à l'élection présidentielle, et c'est la seule fois de ma vie que je l'ai fait, en 2012. J'ai voté blanc en 2007 et j'ai voté pour Jacques Chirac en 2002. J'ai même été l'organisateur, un des organisateurs, un des inspirateurs du meeting le plus important. C'est curieux, François Bayrou, vous qui êtes un animal politique parfois à sang chaud, de reprocher à Nicolas Sarkozy de faire de la politique. Le combat politique, ça fait partie du jeu, pardonnez-moi l'expression. De rappeler que vous avez fait voter François Hollande en 2012, c'est pas si grave. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est, encore une fois, reprenez les mots exacts qu'il a dit. Alors, je reprends les mots exacts. Il a dit, François Hollande, on ne peut pas lui reprocher d'avoir voté, mais je vous dis, moi, qu'il a voté à gauche en 2007 et en 2002. Ce qui est absolument, ouvertement, manifestement, scandaleusement faux. Mais la question, elle est plus profonde que celle-là. Parce que sous cette affaire, il y a un débat, en effet, très profond, qui est de savoir si on peut redresser le pays en organisant sa division. Est-ce que le redressement de la France passe par une coupure plus brutale que celle qui existe aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce qui est ma thèse et ma vision, le redressement de la France exige que se rassemblent des gens, même différents, même ayant une histoire et un passé différents? Et je voudrais dire, c'est pas une mise en garde, mais si j'étais Nicolas Sarkozy, je réfléchirais au fait qu'il y a beaucoup de Français
qui sont très contents que Alain Juppé et moi, et Jean-Pierre Raffarin depuis ce soir, pour ne citer que 3 exemples, nous nous entendions sans égoïsme, sans penser à soi-même d'abord, en pensant à ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, ça c'est votre créneau depuis toujours. Désintéressé. Je voudrais vous citer, pardonnez-moi, une autre phrase de Nicolas Sarkozy, parce que vos oreilles ont sifflé à juste titre. Il a été question de vous. Il a dit « Est-ce que nous avons intérêt à ce que M. Bayrou soit candidat à la présidentielle parce qu'il pique, dit-il, des voix au candidat socialiste, ou est-ce que nous avons intérêt à ce qu'il soit avec nous ?» Candidat Bayrou qui pique des voix au candidat socialiste. Au fond, c'est un ennemi qui vous veut du bien. Oui, c'est sympathique. Non, mais le fond de la question, c'est est-ce qu'on essaie de faire des rassemblements larges au premier tour entre gens qui partagent, une vision, une manière d'être, une manière d'écouter les gens qui sont en face de vous, une manière de pas être perpétuellement dans la violence, dans les agressions. Est-ce qu'on essaie de faire ce rassemblement-là? Je pense que ce rassemblement, c'est mieux pour la France. Et je vais vous en donner une illustration chiffrée, peut-être sur laquelle Bernard Sananès reviendra à la fin. Le dernier sondage qui mesure les intentions de vote si Nicolas Sarkozy se présente, c'est 21 pour Nicolas Sarkozy, 13 pour moi. Et donc? Vous l'avez dit. Alors, 2 questions simples. Ouais. La première, c'est comment peut-on être élu quand on a un socle électoral aussi étroit au premier tour, 21%, et à supposer qu'on soit élu parce que c'est Marine Le Pen et que c'est l'espoir secret, à supposer qu'on soit élu, comment gouverne-t-on après pour entraîner le pays vers les réformes dont il a besoin? Comment fait-on? Eh bien, je vous dis, moi, c'est strictement impossible. Imaginez, on l'a vu d'ailleurs, hein, Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. imaginez que vous vous trouvez avec un président de la République élu, dont le soutien dans l'opinion est si faible, qui a contre lui tout le Front National, 25, 30, peut-être plus % des voix au deuxième tour, et contre lui toute la gauche réunie par l'agressivité qu'il emporte avec lui ou qu'il porte avec lui. C'est la certitude qu'on ne peut rien faire. Bon. Et si vous voulez, je vais vous en donner une preuve. Eh bien, je ne veux pas. Je suis désolée. C'est une émission d'1h20. Il y a des interlocuteurs qui sont là pour vous poser des questions. Je donnerai la preuve Alors, après, j'avance. vous inquiétez pas. Vous y reviendrez, vous essayerez. Alors, cette semaine a été marquée par un remaniement. Pas de changement de ligne, le retour d'un ancien Premier ministre, l'arrivée de nouveaux visages qui n'ont que 14 mois pour agir. Et surtout, après des mois de psychodrame, le retour des écolos au gouvernement. Romain Becker, Gladys Laffitte et Stéphane Lopez. Ils sont donc trois écologistes jugés compatibles avec la politique du gouvernement. Mais la plus belle prise de François Hollande, c'est elle. Jeudi matin, Emmanuelle Causse est encore la patronne d'Europe Écologie Les Verts. 24 heures plus tard, elle remplace Sylvia Pinel comme ministre du Logement. Sylvia Pinel et ses équipes ont travaillé ces derniers mois à une nouvelle loi, la loi égalité et citoyenneté, que j'aurai à cœur de reprendre et de défendre, car je crois essentiel que l'action du gouvernement se poursuive contre la ségrégation territoriale et pour le bien vivre de l'ensemble des Françaises et des Français. Emmanuelle Causse s'inscrit donc dans la continuité de l'action du gouvernement, après l'avoir pourtant durement critiqué dans ses anciennes fonctions. Un virage à 180 degrés, parfaitement assumé. À un moment, j'ai jugé en conscience que pour faire vivre l'écologie, il fallait être et il faut être dans ce gouvernement. 2 ans après le départ avec fracas de Cécile Duflot et Pascal Canfin, François Hollande a donc réussi son pari. Ce vendredi matin, il ne reste plus grand monde sur la photo de famille d'Europe Écologie Les Verts, plus affaibli que jamais. Le départ d'Emmanuelle Causse est vécu comme une trahison. Emmanuelle Causse a prévenu personne. Et donc ça en dit long sur le côté individuel en fait, opportuniste. Ce qu'on constate au ministère, c'est que vous pouvez avoir tous les rangs que vous voulez. En fait, c'est Hollande et Valls qui décident. Et la ligne Hollande et Valls, elle est opposée, vraiment diamétralement orthogonale, aux orientations écologiques. Dans ces conditions, une candidature écologiste n'est pas à exclure en 2017. Un adversaire de plus à gauche pour François Hollande. Alors, un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, c'était le prix à payer pour faire revenir les écolos au gouvernement. Est-ce que vous trouvez que le prix est élevé?
Et est-ce que vous trouvez que le prix est payé? Alors, je n'ai jamais été favorable à Notre-Dame-des-Landes. J'ai toujours pensé que c'était inutile et du gaspillage. Que décider il y a près de 50 ans, ou en tout cas 40 ans, je ne suis pas du tout sûr que ça soit d'actualité aujourd'hui. Cependant, ça pouvait être une bonne idée qu'on demande aux gens, mais on s'aperçoit que rien n'est défini, rien n'est bouclé, on ne sait pas qui on va faire voter, on ne sait pas à quelle loi correspond ce, entre guillemets, référendum. Et tout ça nous promet des mois et des mois d'enlisement, de bagarres, sans qu'on arrive à y trouver une direction. Donc je suis très inquiet sur l'évolution de cette affaire. Je ne sais pas bien où veut en venir François Hollande. J'ai l'impression qu'en dernière minute, il a essayé de trouver une rustine pour que la chambre à air qu'il voulait mettre dans son pneu tienne quelques jours de plus. Qu'est-ce que ça raconte, François Bayrou, ce remaniement sur la gouvernance, sur l'exécutif, sur François Hollande? Si on devait trouver un adjectif, c'est un remaniement affligeant. Je n'ai pas entendu un commentaire intéressé. Et quand vous croisez les amis de François Hollande, quand vous leur posez la question, ils ont l'air complètement anéantis parce qu'ils ont l'impression que c'est la fin de l'histoire. Que le quinquennat est terminé ? Oui, que le quinquennat est terminé. Il l'est de fait, pour ainsi dire. Parce que la dernière année d'un quinquennat avant une élection présidentielle avec des primaires organisées dans d'autres camps, d'autres formations politiques et une campagne qui est partie, c'est évidemment la fin de quelque chose. C'est intéressant ce que vous dites. Vous considérez, parce qu'on a entendu le président de la République dire « je vais agir, j'ai 14 mois pour agir ». Quand vous dites le quinquennat est terminé, ça veut dire qu'au fond, plutôt qu'une réforme de poids ne peut être menée sérieusement. On a entendu le président de la République dire « je ne fais pas de calcul ». Oui. Or, dans les éléments qui permettent de penser que ce remaniement est affligeant, il y a que c'est uniquement des calculs. Intégrer certains parce qu'il faut détruire les Verts, qui se détruisent d'ailleurs eux-mêmes avec assez de force. Et c'est très difficile de conduire des mouvements politiques non majoritaires dans les temps que nous vivons. Ou bien faire en sorte que Ayrault, qui était l'ennemi de Valls, revienne sous Valls, numéro 2 du gouvernement, alors qu'il avait dit pique-pendre dans les semaines qui précèdent. Le nombre de ceux qui ont condamné l'action du gouvernement et qui se retrouvent à l'intérieur, voire même qui ont voté le dernier jour contre... Bon, tout ça... C'est une habilité tactique de la part du chef de l'État. On pourrait dire, bon, allez, il rassemble quand même sa famille politique. Quel autre ça choix peut paraître habile, et moi je crois que c'est maladroit. Je crois qu'au bout du compte, tout le monde voit tellement les arrière-pensées, c'est tellement transparent. Personne ne doute de ce que François Hollande a essayé de faire. Il n'y a aucune interrogation. Avant, Manuel Valls en particulier, qui a été, si j'ai bien compris, peu écouté dans cette séquence, Manuel Valls disait « la force d'un gouvernement, c'est sa cohérence ». Et il montrait le poing fermé comme ça pour montrer que c'était une équipe. On a un gouvernement dont la ligne dominante est l'incohérence, avec des décisions annoncées qui sont ni faites ni à faire. Bon, moi j'ai l'impression que tout ceci sent la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, qui est, je crois, la fin de l'histoire de cette élection de François Hollande, mais qui est plus largement que ça, la fin d'un cycle de la gauche. Imaginons, on fait un peu de politique fiction, si vous avez tendu la main, François Hollande, c'était encore possible, vous avez rappelé tout à l'heure, que vous avez cru en lui. En aucune manière, ça n'était possible. Lorsque j'ai voté pour François Hollande, d'abord c'était pour éviter que ne dure ce que je ressentais comme une dérive de Nicolas Sarkozy, et que beaucoup de gens, 52% des Français. Mais lorsque j'ai voté pour François Hollande, c'était avec une certitude et un espoir que j'ai exprimé. La certitude, c'est qu'il serait obligé de changer de ligne économique, qu'il était impossible qu'il la maintienne, qu'il la maintint.
Ça, c'était inéluctable. L'a-t-il fait? Je n'en suis pas sûr. Non. Mais on va en parler. En tout cas, il l'a esquissé, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et la deuxième, c'était qu'ils comprennent qu'il fallait changer la manière de gouverner le pays. Il fallait sortir de ces ruses partisanes à l'intérieur du PS pour franchir les frontières, tendre la main par-dessus les frontières et trouver les règles, les lois de l'exercice d'un pouvoir qui rassemble plus largement qu'un camp. Est-ce que, à votre avis, dans le duo d'exécutifs, il y en a un des deux qui est favorable à cette position-là? Oui. Ouais, Vous en avez parlé avec lui, avec Manuel Valls? Je pense que Manuel Valls, un jour sur deux, pense que c'est dans ce sens qu'il faudrait aller. Je dis un jour sur deux parce que tout le monde a vu. Il a fait des déclarations en ce sens, notamment son interview à l'Observateur à l'Obs, comme il faut dire, dans le nouveau numéro à la rentrée il y a 2 ans. Il a dit le PS est mort à peu près. Le PS est mort, ou en tout cas va mourir, donc il faut changer. Et puis, il a ouvert la porte de l'avion, mais il n'a pas sauté de l'avion. Peut-être pas sûr d'avoir un parachute, en fait. Oui, c'est ça, oui. Alors, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, on en a parlé un petit peu à l'instant, la ligne économique de François Hollande. Mais là, vous revenez sur le logiciel économique de François Bayrou. Oui, et peut-être avec une question d'actualité, parce que le monde vit en ce moment une crise financière majeure. On est au bord de quelque chose de très grave. Les marchés boursiers se sont effondrés la semaine dernière. Certains pensent même que la crise pourrait être pire que celle de 2008. Et 2008, ça a été 34 millions de chômeurs dans le monde. Ça a été des récessions partout, une envolée de la dette, etc. Donc, on voit en même temps une classe politique qui est totalement muette sur le sujet. Alors est-ce que ça veut dire que cette classe politique est totalement déconnectée de cette réalité économique? Monsieur Barré, vous m'accorderez que je n'ai jamais pensé que la crise était finie. Alors que mes collègues, d'un bord et de l'autre, pensaient que ça y est, la reprise était là, la croissance était là de nouveau, même petite, mais qu'elle était là, et puis qu'on en était sorti et que on s'était tiré très bien de la crise de 2008. Je n'ai jamais pensé cela. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je parle sous votre contrôle, vous êtes un spécialiste. Ce que j'aperçois, c'est un renversement de la situation de la Chine. C'est 1,3 milliard d'habitants, de personnes, qui étaient jusqu'à maintenant, comme tout le monde disait, l'usine du monde. Et puis, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les choses changent et que leur modèle va changer, qu'ils ont augmenté les salaires et que tout d'un coup, la Chine se trouve devant une très grande difficulté. Cette très grande difficulté, elle a une conséquence immédiate, c'est la chute des matières premières. Et comme vous savez, vous avez expliqué 100 fois à vos auditeurs qu'il y avait au moins 5 zones dans le monde qu'on appelait les BRICS, le Brésil, la Russie, etc., que cette immense zone du monde qui était en surgissement allait tout emporter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les matières premières. Or, la chute des matières premières entraîne la chute des BRICS, et tout d'un coup, on s'aperçoit que les banques ont dans leurs réserves énormément de placements qui sont fragilisés, ne serait-ce que par le pétrole, par la chute du prix de pétrole. Nous la vivons à Pau, où nous avons le centre mondial de Total. C'est pas la même chose d'avoir un baril à $100 et un baril à $25. Donc à votre avis, on est au seuil encore d'une crise majeure aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un bouleversement de longue terme, de longue période. Et je ne vois pas que ça puisse s'arranger comme s'il y avait eu une incompréhension quelque part. Mais peut-être est-ce une vision trop inquiète, j'en sais rien. Alors, est-ce que ce contexte complètement bouleversé que vous décrivez n'impose pas de changer fondamentalement notre logiciel économique en France, nous-mêmes, et vous-même, pour bien comprendre quelle est votre philosophie en matière économique et sociale? On a très bien compris, vous aviez fait une campagne sur la dette qui était excessive, mais on a aussi un autre défi en France, on voit bien, c'est l'évolution de notre modèle économique et social, et notre modèle social tout particulièrement. Alors on voit que
Certains veulent avancer par petites touches, et c'est peut-être ce que vous disiez sur François Hollande. A-t-il vraiment changé de ligne ou pas? Et puis d'autres prônent des changements beaucoup plus radicaux, une voie plus libérale, disons. Alors vous situez où, là, entre ces deux thèses? Je ne crois pas à la rupture brutalissime en temps de crise. Je ne crois pas. Ça, c'est pour Fillon. Pas seulement. Comme vous savez, j'ai de l'amitié pour François Fillon. Je peux être en désaccord avec lui. J'étais en désaccord avec lui quand il était très dirigiste avec Philippe Séguin. Et je peux être en désaccord avec lui le jour où il devient thatchérien. Tout ça, c'est... j'essaie, moi, en tout cas, de garder une ligne qui soit compréhensible. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vais vous donner des exemples de choses que je refuse et de choses que non seulement j'accepte, mais que je recommande et que je souhaite. Je refuse la baisse du SMIC. Mais on peut imaginer que pour ces salaires-là, les charges soient tellement arasées, conduite à zéro ou presque, que le coût pour l'entreprise, le créateur d'emplois, soit plus faible. Mais en ligne générale, je refuse la baisse des salaires. Pourquoi? Parce que la baisse des salaires, c'est entrer dans un processus déflationniste dont on ne se tirera pas. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce que je recommande, pour aller dans votre sens, moi, je pense qu'il faut qu'on touche au contrat de travail, au code du travail, et qu'on arrive à traiter cette question que François Hollande a approchée lors de sa conférence de presse, mais sur laquelle il ne fera rien. Parce que ça fait des mois et des années qu'il ne fait rien, qui est la peur des créateurs d'emplois de ne pas pouvoir mettre un terme au contrat de travail quand ça va mal. Donc il faut faciliter les licenciements. Quand vous créez une entreprise, que vous embauchez quelqu'un, vous n'êtes pas sûr que ça marche. C'est pas faciliter les licenciements, c'est prévoir ce qui se passe en cas d'interruption du contrat de travail à l'avance. Que le créateur d'emplois, je désigne Bernard Sananès, il vient de créer une entreprise qui marche très bien, mais tout le monde a suivi. Et donc, il a créé cette entreprise. Il n'est pas sûr que ça marche sur le long terme. Or, créer un emploi de manière durable et pérenne, si vous avez au-dessus de vous l'épée de Damoclès de l'impossibilité d'interrompre le contrat de travail, et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être actif, proactif, comme on dit dans votre monde et dans votre langage. Est-ce qu'il faut un contre-choc fiscal, comme le prône Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un ras-le-bol fiscal? Est-ce que vous ressentez vous-même peut, c'est mieux, ce ras-le-bol fiscal, à condition de le financer. Parce que prévoir un contre-choc fiscal, comme on dit, c'est-à-dire une baisse des impôts importante, c'est mieux, mais il faut le financer. Ou en tout cas, si on ne le fait pas, on retombe dans les déficits de grande largeur, sans avoir changé l'état du pays, la capacité du pays. Et donc, de ce point de vue-là, cette question de comment finance-t-on les cadeaux fiscaux, c'est la question qui se pose. Mais je crois en effet que la fiscalité n'est pas adaptée, et notamment pas adaptée à ceux qui créent des richesses. Vous affichez cette proximité avec Alain Juppé. Quand il parle du chômage, par exemple, et de réformer les indemnités de chômage, il explique qu'il faudra mettre de la dégressivité, mais le moment venu. Quand il parle de rapprocher les retraites du public et du privé, il dit que ça doit être fait, mais à terme. Et tout est un petit peu comme ça, c'est-à-dire il faut avancer, mais à pas compter, sans brutaliser la société française. Ça, c'est pour cette raison que vous êtes... Ça va être la mise en accusation d'Alain Juppé dans les mois qui viennent. C'est ça c'est ce que Nicolas Sarkozy a dit, en fait, entre les lignes. Je suis pas sûr qu'il faille faire les choses à petits pas, mais je suis sûr qu'il faut les faire avec un soutien de l'opinion assez large pour qu'elle ne tombe pas aussitôt. Moi, j'ai le souvenir du SMIC jeune. C'était un gouvernement dans lequel j'étais. Et puis on a décidé de faire que les jeunes gagneraient moins que le SMIC. Immédiatement, il y a eu une révolte des jeunes. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, assez fondée.
ça n'a jamais été appliqué. Donc il faut faire que des réformes consensuelles, on ne va pas avancer vite, c'est compliqué. Il faut faire des réformes qu'on puisse suffisamment expliquer, qu'on ait suffisamment argumenté aux yeux de l'opinion, et sur laquelle on puisse trouver un socle de soutien assez large. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'avec le système de camp contre camp contre camp, puisque maintenant il y a 3 camps dans lesquels nous sommes, on puisse s'en sortir. Et donc il est très important d'avoir quelqu'un à la tête de l'État qui soit en situation de s'adresser, y compris à ceux qui ne sont pas de son camp. Vous comprenez ? Un cas concret qui a fait l'actualité cette semaine, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'il faut conditionner, par exemple, le RSA en faveur des plus démunis, naturellement, à des heures de bénévolat? En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Ça ne vous choque pas? Non. À des heures de bénévolat, et plus encore, à des heures de service, qu'on puisse avoir une possibilité de créer des tas de services qui n'existent pas dans la société française. Simplement en donnant aux gens, non pas seulement le RSA, mais un peu plus, qu'on puisse avoir des revenus. Je vais vous dire des choses. C'est 124 € le RSA. Pardon ? C'est 524 € le Voilà, RSA. mais donc on donne plus, mais en échange, on propose des services. Je vais vous dire des choses qui vont vous paraître tellement triviales de la vie de tous les jours. Moi, je suis extrêmement choqué dans les aéroports et dans les gares qu'il n'y ait pas de personnes pour aider les gens à mobilité réduite, qu'il n'y ait pas de personnes. Quand vous êtes quelqu'un qui a du mal à marcher et que vous avez à parcourir les couloirs interminables des gares et des aéroports, je trouve que c'est sauvage, que ça manque de comment dirais-je, de sens, de respect des gens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des voitures électriques qui permettraient de transporter les gens? Et si dans ces voitures électriques, il y avait des jeunes qui veulent arrondir au volant de ces voitures, des jeunes qui veulent arrondir leur fin de mois, ou des personnes qui, en effet, sont privées d'emploi depuis longtemps? C'est pas la même chose, là. C'est l'idée que la société donne un RSA donc, à des personnes qui en ont vraiment besoin et à qui on dit, en gros, tout travail ne mérite pas salaire. En échange pour la communauté, vous allez rendre un service. C'est pas exactement la même chose. Eh bien, je trouve que ça l'est. Vous savez, le désespoir que c'est, vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans une ville comme la mienne, on voit ça très bien. Le désespoir que c'est de n'avoir aucun travail et donc aucun contact avec les autres, de ne rencontrer personne, Caroline Roux, de ne pas oser sortir de chez soi. Aux yeux de vos enfants, vous êtes quelqu'un qui est privé de tout, d'argent évidemment, mais privé de cette, comment dirais-je, de cette reconnaissance que représente le fait que vous êtes utile à la collectivité et aux autres. Merci. Et donc, je suis pour que le A de RSA ait une vraie signification et qu'on favorise l'activité. Et même, encore une considération, un des problèmes les plus lourds et les plus brutaux que nous ayons, c'est qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas sortir du chômage parce qu'ils vont perdre des tas d'allocations, d'aide au transport, d'aide pour la cantine, qui font que, en travaillant, ils vont recevoir moins que s'ils ne travaillaient pas. Alors, eh bien, je trouve que ça, c'est légitime et normal qu'on le traite. Je vous ai présenté tout à l'heure Lauriane Regal, vous êtes professeure de lettres modernes depuis 12 ans, vous travaillez dans un collège classé en réseau d'éducation prioritaire, donc c'est le collège Henri Longchambon à Lyon, vous avez 36 ans. Est-ce que ce que vous vivez au quotidien, ça ressemble au rêve que vous aviez quand vous étiez étudiante pour devenir prof? J'ai bel et bien des élèves dans une classe, je travaille bel et bien dans un établissement, à part ça, c'est un métier beaucoup plus varié, beaucoup plus difficile et beaucoup plus fort aussi. Beaucoup plus fort, ça veut dire quoi? Beaucoup plus physique, beaucoup plus en responsabilité, beaucoup plus... Et ça, vous n'étiez pas prévenu? Pas prévenu, non. Alors, Magali Lacroze et David Lemarchand sont allés avec vous sur le terrain. Le week-end, on fait tout ce qu'on n'a pas fait la semaine, c'est-à-dire beaucoup. Elle carbure au café et au stylo rouge, la prof de français... Fatiguée des changements de programme et des formations imposées. Le collège, c'est autant d'heures de cours que de gestion administrative. Là, il n'y a que des très bien, oui, alors. Quand soudain, le voilà, le grand méchant accent.
J'ai rajouté un accent circonflexe, ouais. C'est la star du moment, on parle beaucoup de lui. Mais c'est un écran de fumée, quoi. Au-delà du débat très médiatique sur l'orthographe, c'est tout un projet de loi qu'elle combat avec ses copains du syndicat. C'est la première fois aussi qu'au sein même de l'établissement, les discussions se passent entre les disciplines d'une manière aussi tendue. Les profs ont le blues. Et pour eux, une fois de plus, un ministre de l'Éducation imposera sa réforme sans se préoccuper de leurs inquiétudes et sans les consulter. Elle nous a pas reçu une seule fois. Je me souviens de cette manifestation d'octobre à Paris où tout le monde s'était spontanément assis devant la rue de Grenelle, devant le ministère, et c'était un moment très fort. Et le lendemain, on avait découvert qu'elle n'était même pas là, en fait. Ma question est la suivante. Des enseignants luttent depuis des mois contre la réforme du collège. Vous avez vous-même pris position. J'aimerais connaître votre avis sur l'autonomie des établissements qui, à notre sens, est l'écueil principal de cette réforme, car nous souhaitons qu'elle reste nationale, notre éducation. François Bayrou. Eh bien, je suis un de ces enseignants, je l'ai été, en tout cas par le cœur je le reste, qui lutte contre cette réforme et qui demande son abrogation lorsqu'un nouveau gouvernement sera élu. La question, c'est sur l'autonomie. J'y viens. Je suis certain que ce sujet de l'éducation va être un des grands sujets de la campagne présidentielle. Il se trouve que j'ai la chance que beaucoup d'enseignants aient gardé un souvenir positif des années où j'ai exercé cette fonction. Qui vous soutiennent aujourd'hui ? Avec beaucoup de bonheur. Et comme vous savez peut-être, il y en a beaucoup qui en effet sont. Bon. Premier point. Je suis comme vous. Je suis moins enthousiaste. Enfin, en tout cas, je demande qu'on me dise ce que c'est l'autonomie des établissements. Attendez, j'y viens. Non, mais peut-être qu'elle peut nous expliquer. Parce que je suis, moi, pour que l'éducation demeure nationale. C'est-à-dire que si vous faites une formation en 5e à Pau, vous puissiez entrer en 4e à Strasbourg en étant certain que vous avez suivi le même cursus. Ce n'est plus ce qui se passe à la rentrée 2016. Ça n'est pas, c'est ce que le gouvernement ne voit pas comme écueil incroyable dans cette affaire-là. Et donc, alors, autre chose est de permettre à des chefs d'établissement, avec réalisme et mesure, d'organiser leurs équipes, de faire en sorte qu'on puisse répondre à telle difficulté d'une classe qui a un gros problème en français, qu'on puisse lui mettre 2 heures de plus en français. Moi, ça me va, c'est très bien, à condition qu'on soit dans un cadre qui permette de suivre des cursus et qui soude les Français entre eux par la formation qu'ils ont reçue. Autrement, vous allez avoir des classes pour les plus chanceux et des classes pour ceux qui le seront moins. C'est précisément cette inéquité-là sur le territoire national que nous craignons. Vraiment, cette autonomie, cette adaptation des équipes, des chefs d'établissement à des problématiques locales, à la difficulté scolaire plus ou moins grande, pour travailler dans l'éducation prioritaire, on a l'habitude de ça, d'avoir des moyens différents, des priorités différentes. Mais là, nous, on redoute vraiment une fin de l'équité. Et ça, c'est absolument inacceptable. Est-ce que cette réforme, elle est gravée dans le marbre? Est-ce que vous imaginez qu'à la rentrée, il va y avoir de nouveau une grogne des professeurs? Et vous, François Bayrou, est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire bouger les lignes sur ce sujet-là? Très honnêtement, comment est-ce que vous le voyez? Il y a eu 5 journées de grève jusqu'à présent. Et nous ne parlons que des journées de grève, mais il y a eu bien d'autres choses comme mobilisation des collègues. La mobilisation, contrairement à ce qu'on essaye de faire entendre, ne baisse pas. La mobilisation, au contraire, est de plus en plus sensible. Nous avons les parents de plus en plus à nos côtés également, qui, à l'époque où on entre dans la mise en œuvre concrète de la réforme, commencent à voir ses conséquences. C'est à la rentrée, là. Bien sûr. Et on commence, et c'est pas seulement à la rentrée, c'est maintenant, parce que nous votons des DSG, ce qu'on appelle des DSG, donc nous votons les heures que nous mettons en œuvre l'année prochaine, et les parents commencent à se rendre compte des changements majeurs qui les attendent. Alors, une autre question, pardonnez-moi François Bayrou. Une phrase sur ce sujet. Oui, alors allez-y, une. On vient d'avoir un exemple scandaleux, et vraiment le mot est juste, de la crainte que vous exprimez. Vous savez qu'il y a cette affaire des classes bilingues qu'on a annoncé qu'on supprimait. Eh bien, le ministère a décidé qu'à Paris, on garderait toutes les classes bilingues.
C'est même pire que ça. C'est même pire que ça parce que depuis quelques jours, finalement, ils ont bien entendu que ce n'était pas possible et ils ont décidé d'en supprimer quelques-unes. Oui, mais pour faire sûr. semblant, puisqu'on avait décidé 100% à Paris, et que dans telle et telle région en province, par exemple dans l'Orne, j'ai lu, 0. On avait 100% maintenu à Paris, 0 ailleurs. Dans mon académie, c'est 65% qui disparaissent. Je vous assure que je n'aurais jamais cru, moi, qui suis de cette culture-là, de l'éducation, de la République, de l'égalité pour offrir des chances aux jeunes Français. J'aurais jamais cru le vivre sous un gouvernement de gauche. Pourtant, je vous assure que depuis longtemps, j'ai un jugement mitigé sur la manière dont la gauche conduit les choses. Mais là, c'est tellement l'exemple le plus pervers de l'inégalité réelle. Ils viennent de créer un secrétaire d'État à l'égalité réelle. Je conseille à cette secrétaire d'État de regarder d'un peu près ce qui se passe à l'éducation nationale. Parce que là, on crée une inégalité réelle au nom des grands principes. Je trouve ça honteux. Et on touche plus que ça au socle du métier. Hein. On touche aux disciplines telles que les portent les enseignants. On touche aux horaires. Alors, je me mets à la place des gens qui vous regardent, tous les deux, et qui se disent on ne peut pas réformer l'éducation nationale, on ne peut pas toucher au programme, alors que le monde a changé. Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous avez des enfants, les uns les autres, ils sont toute la journée sur leur smartphone. La notion même de savoir a évolué, d'apprentissage a évolué. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire qu'on n'apprend pas, en 2015, ce qu'on doit apprendre, ou comme on doit apprendre, si on fait une comparaison avec, vous avez parlé d'il y a 40 ans, est-ce qu'il ne faut pas accepter à un moment des évolutions? Alors cette réflexion-là, je pense qu'elle existe au sein du corps enseignant. On a effectivement de plus en plus face à nous des autochtones de l'Internet, des gens qui ont l'habitude de ces technologies. Et je pense que le virage du corps enseignant est fait. Aujourd'hui, les enseignants sont dans le numérique. Mais sur les programmes, sur l'évolution des programmes. Alors, si je puis vous soumettre une idée. Bien sûr. Il y a deux sortes de disciplines. Il y a les disciplines où l'on acquiert du savoir. Et celles-là, elles évoluent au fur et à mesure que le savoir évolue, et c'est normal et légitime. On enseigne l'ADN, alors qu'il y a 80 ans, l'ADN n'était pas identifié. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates, sinon je présente mes excuses aux biologistes. Hein. L'acide désoxyribonucléique n'était pas identifié. Bon, on avance. Mais il y a autre chose. Il y a la culture générale. Et la culture générale, c'est fait pour acquérir de la liberté de jugement. C'est fait pour permettre à un esprit formé de se retrouver dans la jungle d'Internet, des connaissances Internet. Si vous le soumettez à la perpétuelle agitation des informations qui remplacent l'une l'autre, un peu comme le citoyen quand il allume sa télévision, désormais c'est 24 heures sur 24 et à la minute, et il est très difficile de prendre du recul. L'éducation, c'est fait pour vous donner la chance du recul. Et pour ça, l'histoire, et je vous assure que l'histoire de Louis XIV ou d'Henri IV n'a pas considérablement changé depuis 20 ans. Ça, c'est une première chose. Voilà, typiquement, pardonnez-moi, je vous coupe, mais parce qu'il faut avancer. L'orthographe, la réforme de l'orthographe. Je suis mêlé de ce combat, oui. Vous êtes battus tous les deux, puisqu'évidemment, vous rajoutez aussi des accents circonflexes sur vos copies. C'est pas un combat d'arrière-garde? On n'a pas le point de vue, je pense, sur cette question avec M. Bayrou. La question de la réforme de l'orthographe, c'est une question qui se pose pour être prof de lettres. La langue est en évolution. L'école doit réfléchir à cette évolution, doit en prendre compte, plus ou moins, etc. Mais pour moi, cette question de la réforme de l'orthographe, elle tombe à point nommé dans l'opinion. Elle tombe à un moment où il est très opportun de ne pas parler de ce qui se passe dans les établissements. Nous, enseignants, un écran de fumée. Mais bien évidemment, ce n'est pas une question qui tombe maintenant pour rien. C'est une question très importante, Monsieur Bayrou, bien évidemment. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi en parler maintenant? Alors, ça c'est le point de vue syndical, et peut-être est-il fondé. Bien sûr, c'est un point de vue pratique et syndical à la fois. Je veux simplement aller plus loin. Si la question de l'orthographe au collège était celle des accents circonflexes,
alors je serai incroyablement optimiste sur le niveau des élèves. Bon. Et sur les marges de progrès. Mais la question, malheureusement, c'est pas ça, c'est l'accord du singulier et du pluriel. Est-ce qu'on met un S au nom? Est-ce que quelquefois on met un X? Est-ce qu'on met NT au pluriel dans un verbe? Ça, c'est le sujet. Autrement dit, on touche à des choses tellement secondaires et qui ne sont pas élémentaires. Mais, il y a une idée derrière tout ça. D'abord, je pense qu'il n'est pas interdit de penser qu'il y ait des intérêts commerciaux. Parce que, naturellement, quand vous éditez des livres scolaires, si vous pouvez sur les dictionnaires mettre réforme de l'orthographe... on revend, d'accord. Bon, on refait les stocks. Ouais. Mais deuxièmement, je pense qu'il y a des gens qui sont adeptes de l'idéologie du changisme et qui, si je puis oser un néologisme, pour qui c'est important de montrer que, bon, tout ça, c'est secondaire. Pour les élèves, ça va être destructeur parce qu'ils croient que les règles qu'ils ont tellement de mal à apprendre, ça n'existera pas. Et derrière tout ça, il y a une incroyable mystification. Puisque on a essayé de faire croire que c'était l'Académie française qui faisait ça. Je ne l'ai jamais cru. Et l'Académie française a pris position officielle. Tout le monde l'a cru. Tout le monde. Mes amis aussi me disaient, mais François, tu te rends pas compte, c'est l'Académie française. Au fond, il y a 25 ans, c'est décidé. Pourquoi c'est des combats d'arrière-garde? Ça n'était pas l'Académie française. Et ça a été dit de manière très groupes claire. De pression. Hélène Carrère d'Ancos, hier, a dit de la manière la plus claire qu'elle ne marchait pas dans cette mystification. Non. Et je suis très heureux qu'il y ait des auditeurs en nombre pour entendre qu'on leur avait raconté des histoires. C'est dit. Est-ce que vous étiez un élève bavard? Oui, j'en suis sûre. Vous êtes resté... Non, c'était un peu... Oui, peut-être. Bon, allez. Yves Delahaye, vous êtes ancien militant du MoDem, vous êtes prof de lettres, vous aussi, dans la banlieue lilloise. Vous êtes battu sous les couleurs du MoDem. Vous avez adhéré en 2007 et vous avez tourné les talons après 2012. Est-ce que vous avez aujourd'hui une carte dans un parti politique? Non, je n'ai pas de carte dans un parti politique. Pour l'instant. Pour l'instant, on va voir si vous êtes convaincu par François Bayrou d'y retourner au MoDem. Barbara Steck et Dominique Lemarchand vous ont suivi. Bien voilà, c'était un peu partout dans l'appartement, hein, les vestiges du MoDem, le parapluie magique, très important dans le Nord, hein, la petite casquette. Des reliquats. Puis des t-shirts. C'est tout ce qui reste des années de militantisme d'Yves Delahaye. 2007, ce professeur rejoint les rangs du MoDem, galvanisé par le discours de François Bayrou. À l'époque, on était tous très enthousiastes, on pensait véritablement que cet homme allait nous mener vers une politique différente. Voilà, il me reste encore quelques affiches. Pendant 5 ans, il est de tous les combats. Candidat aux législatives de 2012. Ah, ça, j'en ai collé quelques-unes hein, quand même. C'était l'endroit qu'on utilisait pour mon QG de campagne à l'époque. Puis c'est la rupture. Yves quitte le parti comme des milliers de militants et ses anciens camarades qu'il retrouve de temps en temps. Depuis, il se dit apartide. Je prendrais une image littéraire, moi, il me fait penser à Alfred de Vigny. Il est tout seul dans sa tour d'ivoire. Il regarde le monde, de temps en temps il se montre, puis il dit oh, c'est pas bien. Il est très bon en diagnostic. Il y a un beau château, pour le château d'Henri IV, très bien. Très bon en diagnostic, mais en solution, il n'y a rien du tout. Donc il se remet dans sa tour d'ivoire, et puis voilà. Et il ressort comme ça tous les 5 ans. Monsieur Bayrou, ma question est la suivante. Aujourd'hui, quand on évoque la vie politique française, on parle de tripartisme, avec la gauche, la droite et l'extrême droite. Vous sentez-vous responsable de la disparition du centre du débat politique ? Non seulement je ne me sens pas responsable de cette difficulté, mais je me bats tous les jours, que Dieu fait, depuis des années, pour défendre et promouvoir l'idée d'un centre qui ait une vision différente et qui soit indépendant. Simplement, comme vous le savez, la difficulté qui est très lourde devant nous, en dehors de l'élection présidentielle, cette difficulté, c'est que la loi électorale oblige, si l'on veut à toute force avoir des élus, à se ranger sous l'autorité, à passer sous les fourches codines d'un des 2 grands partis. C'est ce que j'ai refusé. Et c'est précisément là la difficulté. Et dans la situation actuelle, il y a pour moi un espoir, c'est que peut-être on peut changer cette géométrie-là. Alors, pourquoi vous êtes parti du MoDem ?
Alors moi, je suis parti du MoDem tout simplement parce que après 2012, enfin déjà, à partir de 2009, il y avait déjà eu une petite rupture hein, après l'échec des européennes. Déjà l'idée MoDem telle qu'on l'entendait avait un peu disparu. D'ailleurs, ça disparaissait même des affiches de certains, on remarque. Il fallait cacher absolument cette étiquette-là. Cette étiquette qui était importante quand même. Je voulais juste vous faire voir quelque chose, Monsieur Bayrou. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est que ça? Oui. C'est quoi? Donc vous l'avez encore, la carte du mouvement démocrate. Voilà. Mais c'est pas. C'est bien que vous l'ayez encore. Si je l'ai conservé. Comme vous avez encore chez vous le parapluie. Oui. Et j'y ai vu une marque d'affection. Certes. Et donc, c'est pas entièrement négatif. Mais cette carte, c'est pas seulement une carte. Pourquoi je l'ai gardée? Parce que c'était également symbole, c'est l'essence des valeurs qui nous ont guidés, hein, que vous avez insufflé en 2007. C'était le refus justement de l'hémiplégie politique. C'était de ne pas être partisan. C'était également l'affirmation de la devise républicaine au plus fort. Liberté, égalité, fraternité. C'était également l'humanisme. Sauf que, Monsieur Bayrou, quand on regarde votre parcours, et notamment votre parcours récent, on voit que vous soutenez, par exemple, Christine Boutin au départemental. Non. La femme qui a brandi la Bible à l'Assemblée, la femme qui interdit à certains Français d'avoir l'égalité des droits. Vous cautionnez également Laurent Wauquiez au régional, contre l'avis de vos militants d'ailleurs. Alors que Monsieur Laurent Wauquiez a dit, par exemple, que les aides sociales, c'était le cancer de la société. Non, il a dit l'assistanat. On peut discuter la formule. Mais certes, il a dit l'assistanat. Mais je ne suis pas sûr que vous rejoignez sur cette position. D'où ma question, où est passé l'homme de valeur que l'on a connu en 2007? Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez écouté depuis le début de l'émission et que vous mesurez que je n'ai changé d'avis sur aucune de ces options fondamentales. Aucune. Ça vous touche déjà ce que vous entendez ou ça vous laisse insensible? Non, je vois plus les liens que les oppositions. Oui. Je vois plus ça. Parce que je reconnais. Alors, ce sont des temps difficiles pour tous les partis. Je vais vous dire quelque chose. Je suis persuadé que les partis politiques vont devoir changer de forme. Je vais même aller plus loin. Je suis absolument persuadé qu'un des enjeux du moment que l'on vit, c'est que le pouvoir soit enlevé aux mécanismes de partis comme ils existent depuis que le PS et l'UMP, devenus les Républicains. Alors, c'était pas la question, Dive de Laes. C'était sur votre chemin. Je n'ai changé en rien. Et j'espère, on peut faire la liste. Hein, je n'ai changé en rien. Simplement, je vois apparaître la possibilité que Jean-Pierre Raffarin, ce soir, qui est à l'UMP, disent je vais soutenir... Ça s'appelle plus l'UMP, mais bon. Qui est aux Républicains, disent je vais soutenir Alain Juppé. Et que nous nous retrouvions tous les trois sur une entente. C'est quelque chose qui, vous voyez, permet de rompre avec le sectarisme. Je ne trouve pas que ça rompt, justement. Moi, je pense que ça rompt. Vous êtes tous les droits maintenant placés à droite et revendiqués à droite. Bien sûr que si. Non. Depuis les dernières élections, notamment celles de 2014 et 2015, les municipales, les départementales et les régionales, vous n'avez eu de cesse de vous allier avec la droite. Et d'ailleurs, lorsque vos amis... et mes anciens amis du Nord, Pas-de-Calais, ont eux fait un chemin différent. Pour certains, ils ont été remerciés. Pour d'autres, ils n'ont pas reçu l'investiture. Donc vous vous placez à droite. Non. Si. Non. Le trio dont vous me parlez est un trio qui est placé politiquement. On n'est plus dans l'arc. Vous le placez. Vous le placez. Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé ne sont pas à droite, ça, une info, ça. Je pense que Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'UDF, j'ai un souvenir assez précis de ce point de vue-là, parce qu'il m'a succédé au secrétariat général de l'UDF. C'est quelqu'un dont je pense que les valeurs ne sont pas incompatibles avec ce que vous décrivez là. Le problème, il est celui-ci. Un certain nombre de gens que vous évoquez entre les lignes ont voulu que nous entrions, après avoir refusé la dépendance à la droite, ont voulu que nous entrions dans la dépendance à la gauche. Vos amis, écoutez, à Lille, ils étaient déjà associés, par exemple, avec Martine Aubry depuis 2008. Vous l'aviez accepté et ça a été refusé en 2014. Parce qu'en 2014... Et vous dites que vous n'avez pas changé. Parce qu'en 2014, le PS, au pouvoir, ne correspondait en rien aux valeurs qui étaient les miennes. Je ne suis pas sûr que Martine Aubry soutienne le pouvoir. Oui, enfin... Oui, là-dessus, 1-0, non? C'est peut-être pire, pour dire la vérité, je veux dire, du point de vue de ses choix exprimés. Le Parti socialiste, depuis qu'il gouverne la France en 2012, et notamment
dans le domaine de l'éducation nationale. Le Parti socialiste a, pour moi, manqué, abandonné, je ne veux pas employer le verbe trahir, mais il est au fond de moi, toutes les attentes, tous les espoirs et toutes les valeurs, comme vous dites, qu'on pouvait avoir pour lui. Dans le Nord en particulier, il y a eu une volonté de mainmise qui a conduit le Parti socialiste à la disparition. Et vous voulez que j'aille m'allier avec ces options-là? Je ne le ferai pas. Vous savez déjà pour qui vous allez voter la prochaine fois? Au présidentiel? Oui. Absolument pas. Bon. D'abord, je ne connais pas encore les candidats, comme tout le monde. Donc on en discutera. Et il me semble actuellement que le paysage politique est assez complexe à lire. Et surtout pour quelqu'un qui a déjà milité, c'est encore plus complexe, parce que du coup, on y apporte un souci particulier par rapport aux valeurs. Venez me voir, on va en discuter. Bon, en tout cas, vous avez gardé votre carte. Vous connaissez le chemin. Alors, on y va, on avance. Alain Juppé, que vous avez choisi de soutenir, fait la course en tête. Son avance dans les enquêtes d'opinion ne faiblit pas. L'ancien Premier ministre doit néanmoins jouer les équilibristes, parler à la droite, ça fait suite à notre conversation, parler à la droite du parti, les Républicains, mais sans brusquer les centristes. Vous, séduit par sa démarche, c'est sur le fil. Magali Lacrose et Joël Lefebvre l'ont suivi en campagne à Grenoble. En campagne électorale, on n'est jamais trop précis. Ah oui. Alain Juppé, c'est à gauche, c'est ça? Juppé, il est de droite, il n'est pas de gauche. Ça, c'est pour ceux qui trouvent Alain Juppé un peu trop centriste. Alors ce soir-là, il vient faire son discours de Grenoble, tout un symbole de droite. L'air de montagne, ça vous fait du bien? C'est bon, l'air est pur, c'est pas froid, l'accueil est chaleureux. Revigorer Alain Juppé par le grand air et par les bons sondages. Elle est longue la route jusqu'au podium, Alain Juppé, ou pas? Non, voyez, c'est tout près. Encore 9 mois quand même, avant la primaire. Il a les faveurs des Français, mais pour la ligne dure de son parti, ça coince. Alors cap sur la droite, sans heurter les modérés, tout est une question d'équilibre. Rétablir des frontières nationales, je sais que certains en rêvent et y pensent, je demande d'y réfléchir. Rétablir des frontières entre la France et l'Allemagne, on rendez compte de la régression historique que ça représente. Si on veut éviter de rétablir les frontières nationales, il faut se donner les moyens de contrôler les frontières extérieures avec ceux qui voudront. Et c'est pour ça que j'ai suggéré de renégocier un autre traité de Schengen. L'ancien Premier ministre serait le seul candidat de la droite à devancer Marine Le Pen au premier tour en 2017. Quand les sondages sont bons, on y prend goût. C'est un peu la dernière chance, 2017. Il ne faut pas la rater. J'aime mon pays. Et je ne veux pas le laisser s'enfoncer comme il s'enfonce aujourd'hui, ni se laisser tenter par des solutions absurdes et catastrophiques comme celles que lui propose le Front National. Alors, il faut y aller. Et il ne recule devant rien. Oh, c'est presque temps. Voilà. Est-ce que vous êtes le candidat du centre pour cette primaire? Non, je suis le candidat de la droite et du centre, regardez. Et au-delà, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Tout ce qu'il dit, c'est exactement ce que je pense. Nicolas Sarkozy, qui est notre président des Républicains, il a fait son temps. Je pense qu'on a des chances en face du Front National que ce candidat rassemble et qu'il aille même jusqu'à un gouvernement d'union nationale. Il a la fraîche, hein. Sur les selfies de ses supporters, il n'y a pas photo. Le meilleur candidat de la droite et du centre, pour l'instant, c'est Alain Juppé. Et je donne la parole tout naturellement après cette discussion au sondeur, au politologue Bernard Sananès, c'est à vous. Bonsoir François Bayrou. Vous êtes dans les classements de popularité, souvent dans le top 5, souvent plus précisément dans le top 3, dans le dernier baromètre ELAB réalisé avec les Échos, derrière Alain Juppé, dont nous venons de parler, et Emmanuel Macron. Mais ce qui est frappant quand on regarde l'évolution de votre popularité depuis 2012, c'est l'évolution de sa structure. En juin 2012, votre popularité est plus forte de 20 points à gauche. Fin 2014, c'est encore le cas, plus forte à gauche que chez les sympathisants de droite et du centre, de 12 points. Dans ces dernières semaines, et en janvier et en février, pour la première fois, la popularité de François Bayrou est redevenue supérieure chez les électeurs de droite et du centre que chez les électeurs de gauche. Ça, c'était le premier point. Le second point concerne l'élection présidentielle. Vous n'avez pas annoncé votre candidature, vous avez même dit qu'il y a une hypothèse où vous ne seriez vraisemblablement pas candidat. Et même si on est à un an de l'élection présidentielle, les sondages mesurent une candidature de François Bayrou autour de 10%, parfois moins, parfois plus, parfois à 12 ou 13%.
60% dans l'hypothèse de Nicolas Sarkozy. Et puis, troisième élément, la primaire. La primaire, on sait que pour l'instant, les électeurs du centre, qu'ils viennent du MoDem ou de l'UDI, ne se déplacent pas en masse, en tout cas ne déclarent pas cette intention de se déplacer en masse pour la primaire. Mais en revanche, quand ils le font, ils sont nettement moins nombreux que les sympathisants les Républicains, ils votent massivement pour Alain Juppé plutôt que Nicolas Sarkozy. Alors j'ai deux questions sur cette primaire. D'abord, est-ce que vous pensez que cet électorat du centre, il est plus motivé par le rejet de Nicolas Sarkozy ou par un vote d'adhésion pour Alain Juppé? Et puis deuxièmement, vous avez dit que si Alain Juppé emportait la primaire, vous seriez prêt à le soutenir, mais est-ce que vous iriez plus loin? Est-ce que vous encourageriez les sympathisants du MoDem, du centre en général, à se déplacer pour la primaire? Est-ce que vous-même, vous pourriez faire campagne pour Alain Juppé dans cette primaire? J'ai dit que si Alain Juppé était choisi, je l'aiderais, et que je l'aiderais à être choisi si je peux. Parce que je pense qu'il y a là la seule chance d'un changement de la pratique politique que nous ayons. Je soutiens Alain Juppé d'abord parce que je l'aime bien, que je le connais, que j'ai confiance en lui. Et je le soutiens aussi parce que, selon moi, il est le mieux placé de tous ceux qui veulent faire changer la pratique politique. Je ne dis pas qu'on a les mêmes idées sur tout. Je ne dis pas qu'il adhère à tout ce que je pense, et peut-être la réciproque est-elle vraie aussi. Mais au moment de l'élection présidentielle, on vote davantage pour un homme que pour un programme, un homme ou une femme. On vote davantage pour une personnalité que pour une liste de mesures. On choisit celui qui va avoir la responsabilité de conduire notre destin à tous ensemble. Et de ce point de vue-là, j'ai confiance en lui. Donc il peut nous aider à changer la manière stupide, nous serons d'accord, absurde, dans laquelle on conduit à une impasse parce que simplement c'est constamment des jeux de clan contre clan. Et je souhaite qu'il en soit ainsi. Donc oui, tous ceux parmi mes amis ou ceux qui pensent comme moi, qui voudront aller voter, je serai heureux. Est-ce que sans vous, il peut gagner la primaire, Alain Juppé? Non, je pense que la situation d'Alain Juppé aujourd'hui, pour dire la vérité, elle vient aussi de la confiance qu'il y a entre nous. Il y a un effet Bayrou? Je pense, pas seulement, mais il y a beaucoup de gens en France qui pensent que c'est mieux si on peut avoir ce désintéressement-là. Si des gens peuvent travailler... Bon, après tout, le socle d'opinion que décrit Bernard Sananès, il est positif, il est intéressant. J'aurais pu, sans cesse, comme on m'en accusait à l'époque, ne penser qu'à moi et à jouer ma propre carte. J'ai choisi une autre attitude. Et ça nous surprend. Et je suis sûre que ça surprend tous ceux qui sont ici. Eh ben oui, c'est comme ça. Pas de quatrième bataille de la présidentielle pour François Bayrou. Et vous n'avez pas le virus. Est-ce que non mais vous pourriez. Bon, il se trouve que, oui, en effet, j'ai cet engagement, que c'est un engagement pour toute la vie, que je ne vais pas le quitter. Mais je pense que si on peut saisir cette occasion, de faire que, après 2017, les choses soient différentes qu'elles ne l'étaient avant. Qu'on puisse parler différemment, que la politique ne soit pas perpétuellement des injures, que, en effet, la famille politique du centre puisse se reconstituer. Alors, justement, autonome et indépendante, et même plus largement que des gens qui sont aujourd'hui en désarroi parce qu'ils étaient plutôt à gauche et que la gauche les a trahis. Que tout cela puisse travailler ensemble, alors je trouverais que c'est extrêmement positif pour Bernard le pays. Sananès. Une question justement sur cette famille centriste. Quand on observe ce qu'on appelle dans le jargon la proximité partisane, il y a à peu près 10% des Français qui se disent proches soit de l'UDI, soit du MoDem quand on les totalise. 10% c'est important parce que les grands partis, Parti socialiste, Front National, les Républicains, sont autour de 15%. 15%, 17% pour les Républicains. 10% c'est à peu près le score UDI-MoDem aux élections européennes. Et j'aimerais votre avis, qui prolonge un peu le débat qu'on a eu avec votre candidat MoDem aux législatives, sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité de cet électorat centriste ou central, comme on l'appelle. Pourquoi? Parce que quand on observe dans les études, on voit bien que c'est plutôt sur les aspects politiques que cet électorat diverge. Par exemple, l'électorat MoDem a basculé dans la défiance vis-à-vis de François Hollande, comme vous, mais il est beaucoup moins sévère, notamment sur Manuel Valls, que les sympathisants de l'UDI. L'électorat MoDem, il se positionne beaucoup plus au centre,
l'électorat UDI, beaucoup plus à droite. En revanche, quand on regarde les sujets économiques et sociaux, quand on regarde les sujets régaliens, par exemple dans le débat sur la déchéance de nationalité, là on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de différence. Alors est-ce qu'entre ces deux bouts de la famille centriste, aujourd'hui les différences ne sont-elles pas plus politiques qu'idéologique. Et donc, qu'est-ce qui empêche la réconciliation de cette famille centriste? Les hommes, Bernard les idées? Je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi parmi nos auditeurs la démonstration pourtant extrêmement claire que vous avez faite. Vous voulez dire que c'était pas clair? Parce que UDI me... Bon, Ouais, je vais vous dire. Pour moi, le centre est nécessaire à la France. Qu'il y ait une force indépendante au centre est une nécessité pour que la politique soit différente, mieux équilibrée. D'abord qu'on puisse discuter, qu'il y ait deux propositions et pas seulement ça, vous l'avez déjà dit, François Bayrou. Non. Si. Donc c'est indispensable. Deuxièmement, quelles sont les deux conditions pour que le centre existe? La première, c'est qu'ils s'unissent, et je vous le dis, ça viendra. Je vois tous les éléments se mettre en place pour que les intérêts bêtement partisans, bêtement d'appareil s'effacent. Ça va se faire. Quand? J'espère vite et de toute façon après 2017. C'est une Lagarde plus Bayrou, c'est possible. C'est une impérieuse, mais c'est pas seulement un nom, c'est beaucoup d'autres qui sont là et qui sont dans l'attente de ce que ça pourrait être. Et j'espère qu'il y a aussi des gens qui avaient jusqu'à maintenant choisi une autre orientation et avec qui nous pourrons travailler. Deuxièmement, première condition, unité. Deuxième condition, indépendance. Si le centre apparaît comme un certain nombre de gens voudraient qu'il soit, comme une succursale de la droite, il ne peut pas exister. Je respecte beaucoup les gens de droite. Je pense que c'est nécessaire. Je respecte les gens de gauche. Beaucoup. Ça vous fait sourire, hein? Je respecte beaucoup les gens de gauche. Il faut toutes ces sensibilités dans le pays. Mais qu'on veuille réduire la vie politique de la nation en deux clans, l'UMP républicain et le PS, ça c'est un crime contre ce que nous sommes. Et il y a 5 forces au moins, ou 6 forces en France. Il y a l'extrême gauche, il y a le PS, les écologistes, je ne sais pas bien où ils en sont, mais ils ont en ce moment une grande difficulté à vivre en raison de toutes les manœuvres dont ils sont l'objet. Il y a le centre, il y a les Républicains et il y a l'extrême droite. Ça fait 5 ou 6 familles. Il faut qu'elles aient chacune leur place. Le problème, François Bayrou, c'est qu'il y a la vie rêvée, puis il y a la vie réelle. Il y a Jean-Christophe Lagarde qui dit « le centre, c'est moi », et il y a François Bayrou qui dit « le centre, c'est moi ». Le centre, c'est qui? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. C'est des débats ridicules au moment où nous sommes et avec ce qu'ont en tête ceux qui nous écoutent. C'est vous qui avez dit il y aura des rapprochements. Vous avez commencé l'émission en disant c'est la seule figure reconnue du centre. C'est ça que vous avez dit. Bon, ben voilà, restez-en à cette affirmation. C'est les sondeurs qui disent ça, mais Jean-Christophe Lagarde ne l'entend pas du tout comme ça. Ah, à propos de vous, il dit ce matin sur Europe 1, il s'est exclu lui-même de la présidentielle. Il vous range dans le camp des Républicains et c'est plus un sujet pour lui. Là, vous faites, Caroline Roux, la journaliste politique politicienne. Non, c'est vous qui avez parlé, vous-même, vous avez parlé du rapprochement des centres. D'habitude, vous avez une autre approche un peu plus... C'est une pirouette très habile, mais ça ne répond pas à la question. Non, je n'ai aucune polémique à conduire contre des gens qui ont été et qui seront forcément ensemble un jour ou l'autre. C'était donc le sens de ma question, vous y avez répondu. Merci beaucoup Bernard Sananès. Une question sur les migrants, c'est une problématique qui secoue l'Europe en ce moment, vous le savez bien. Et avec en particulier l'exemple de ce qui se passe à Calais. La préfète du Pas-de-Calais veut évacuer près de 1000 migrants de la jungle de Calais. Est-ce que vous considérez, vous dites quoi? Enfin, vous dites non, pas comme ça. Quelle est votre position sur le sujet? Ma position est, ça ne peut pas durer. La situation dans laquelle nous sommes, ça, ce que vous avez sur l'écran là, l'horreur d'un dépotoir où l'on met des femmes, des hommes et des enfants, beaucoup d'hommes, mais quelques femmes et quelques enfants, ça ne peut pas durer. C'est pas digne, pas seulement de nous, de la France, c'est pas digne de l'humanité. Donc ça ne peut pas durer. Et donc tous les changements, mais
on a plein de moyens de construire des abris qui seront des abris qui peuvent recevoir des gens. Vous savez, maintenant, on fait des conteneurs qui sont des conteneurs habitables. Ça, c'est la bonne solution, selon vous. En tout cas, c'est une solution de transition. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi sommes-nous obligés de faire le travail à la place des Anglais ? Les Anglais qui veulent quitter l'Europe, ou en tout cas qui veulent changer les règles de l'Europe, qui refusent d'être dans Schengen, permettez-moi de dire au passage que si j'avais été en responsabilité, j'aurais été beaucoup plus intransigeant que le gouvernement ne l'a été sur la demande de M. Cameron de revoir les règles de l'Europe. Je pense qu'on s'est mis dans une très mauvaise situation. On aurait dû dire, vous voulez partir ? Ok, partez. Et vous auriez vu qu'il ne serait pas parti. Parce que j'ai vu aujourd'hui une déclaration des agents de voyage qui disent on ne peut pas faire ça. Le monde des affaires en particulier, et puis beaucoup d'autres, l'auraient empêché de partir. Mais sur Calais ? Tout autre aurait été la position, ma position, si ils étaient venus en disant nous restons, mais on veut traiter un certain nombre de questions avec vous. C'est pas du tout la même chose. Dire plier, autrement on part, est pour moi impossible à accepter. Je veux dire que c'est un combat qui dure depuis longtemps, très profond, entre ceux qui veulent une Europe digne de ce nom, politique, qui puisse faire des choix, décider, et ceux qui veulent que l'Europe soit seulement un marché dans lequel on fasse des affaires. Bien sûr, mais dans la vie, si vous n'êtes pas intransigeant, songez à toute notre histoire récente. Le drame des migrants, et puis d'autres sujets, de l'agriculture et d'autres, c'est que nos dirigeants, français et d'autres, n'ont pas voulu faire ce qu'il fallait et dire ce qu'il fallait pour que l'Europe existe. Je voudrais intervenir juste une seconde. Sur l'image qui passait dans votre dos tout à l'heure, j'ai vu des médecins de MSF. Je me permets d'intervenir parce que je m'occupe d'enfants migrants, de la scolarisation d'enfants migrants. Ce sont des associatifs qui font le travail de l'État. Ce sont des associatifs qui font le travail de l'État aujourd'hui. Ce sont des bénévoles. Il y a une faillite de l'État et une faillite de l'Europe à Calais. Oui. Ça, vous êtes d'accord sur ce point? Il y a une faillite parce qu'ils ne veulent pas tous que l'Europe existe. Ils ont au fond accepté que l'Europe, ça soit chacun pour soi. Et dans le chacun pour soi, alors on découvre l'absolue impuissance. Qu'est-ce que vous voulez faire contre des vagues migratoires de cette ampleur? Qu'est-ce qu'on fait justement? Contre tous ces pauvres gens qui, à Alep, sont en train d'être bombardés et qui essaient vainement de rêver à un refuge en Turquie. Voilà. Eh bien, tout cela, c'est, me semble-t-il, c'est la sanction de l'imprévoyance et de l'absence de vision de ceux qui auraient dû être chargés. Mais je le crois comme vous, et c'est sur ça qu'on doit reconstruire. Alors. Et que des dirigeants français dignes de ce nom doivent porter un message qui soit, au fond, une direction, qu'on sache où on va. François Hollande a fait une intervention de 40 minutes. Oui. Il n'a pas prononcé le mot Europe, ou en tout cas, il n'a pas traité du sujet européen. Alors que nous sommes précisément au moment, comme vous le dites, où nous ramassons en pleine figure toutes les conséquences de cette insuffisance. Je trouve que c'est à pleurer qu'on se trouve dans une situation comme ça. Nous allons passer, si vous le voulez bien maintenant, François Bayrou, aux photos d'actualité de la semaine. Deux hommes, Bernie Sanders, Donald Trump. Est-ce que vous y voyez dans ces deux profils, ces deux parcours, le refus des candidats du système? Pas du tout. Bon. J'y vois le résultat mécanique des primaires. Les primaires, comme elles ne s'adressent qu'à un camp, le poids des plus agressifs, extrémistes, rugueux, de ceux qui veulent qu'on aille à la bagarre, ce poids-là est beaucoup plus important. Ça plaide pour Nicolas Sarkozy, ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que j'ai, comme vous savez, des inquiétudes sur le mécanisme même des primaires. Pour une raison qui va encore plus loin, c'est que je ne crois pas, moi, qu'il soit bon que la France soit divisée en deux camps.
Allez, 2 autres hommes. La réconciliation entre le pape et le chef de l'église orthodoxe, 1000 ans après le grand schisme, après la rupture entre Rome et Constantinople. Ils ont lancé un appel contre l'extermination des chrétiens d'Orient. Elle vous touche, cette photo? Beaucoup. Alors vous dites le grand schisme. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un tout petit schisme. Parce que la rupture entre les deux confessions, elle s'est faite sur un point de théologie qui, à l'époque, paraissait énorme et qui, aujourd'hui, est microscopique. Et donc, que ces deux hommes se parlent à nouveau, je pense que ça devrait être la loi des temps. Ce que nous vivons est tellement difficile, tellement ardu, la grande crise économique que nous avons sous les yeux, la situation des gens qui sont sur le bord de la route abandonnés, les migrants, c'est tellement important et difficile que des gens responsables devraient accepter de se parler. Je ne dis pas de se faire la bise, hein, mais parce que eux, c'est l'amour qui mène le monde, donc c'est normal. Mais de se parler et de réfléchir ensemble. Et je souffre de la bêtise du sectarisme. Voilà. Nous passons maintenant à vos questions SMS. Allez, une question qui claque pour commencer. Mais qui représentez-vous, François Bayrou, à part vous-même? Eh ben, combien vous avez dit? 13% pour l'instant en intention de vote. Et les deux grands partis, 20 et moins. Et donc, c'est pas rien, vous comprenez, que d'être, de même que si Mélenchon était à ma place, et que vous lui posiez cette question, il dirait, ben moi je suis à 11%. Et donc on représente des courants, des sensibilités. Et moi je vis cette responsabilité-là. Je suis certain de représenter une sensibilité très importante dans le pays, et la seule d'où puissent venir des novations réelles. Comment lutter contre la montée du Front National dans l'opinion des Français? En étant présent, en parlant avec conviction, en entraînant, en créant de l'émotion, en étant capable de rire et de pleurer, en sentant la situation des gens, au fond... tout ce que nous essayons de faire ensemble. C'est curieux, vous dites pas en réglant les problèmes du chômage, en donnant du pouvoir d'achat. Qui pense qu'on va régler le problème du chômage dans les 12 mois? Les gens qui vont peut-être voter à la prochaine présidentielle. Vous pensez qu'avec l'équipe qui est au pouvoir, là, on peut régler en 12 mois les problèmes du chômage? Je n'en crois rien. Quand François Hollande, petite remarque, a dit à la télé, on va former des centaines de milliers de gens. Une formation, c'est 1 mois. Qu'est-ce que vous apprenez aux gens en 1 mois? Mais il n'a jamais vécu une formation, François Hollande. Il ne sait pas ce que c'est que de former les gens à un métier, une nouvelle expérience. Plus sérieusement, vous pensez que les électeurs du Front National, ils attendent des solutions? Vous pensez que ce n'est pas sérieux ce que je dis? Je vous pose la question, est-ce qu'ils attendent des solutions, les électeurs du Front National, ou est-ce qu'ils attendent ce que vous disiez, du rassemblement, de l'enthousiasme? Ils attendent des responsables politiques dignes de ce nom, qui ne tirent pas perpétuellement, ils sont comme les autres, ils voudraient des responsables politiques qui ne tirent pas perpétuellement le débat vers le bas. Alors je sais très bien qu'on spécule sur le fait qu'ils sont très sensibles au fait qu'il y a beaucoup d'immigrés en France, ce qu'ils ressentent, beaucoup d'étrangers en France, qu'ils sont emportés par le choc que l'islam visible représente pour eux. Et que le chômage les met dans une situation où ils meurent. Ils ont besoin d'avoir des responsables politiques qui soient capables de traiter ça et en même temps de ne pas rabaisser le débat. Vous soutenez Juppé pour la présidentielle. Si Sarkozy est choisi à la primaire, vous présenterez-vous en 2017? Là, voilà la question. Eh bien, si ce choix était fait, je serais libre de ma décision. Et vous l'êtes déjà libre, oui, François Bayrou. Je vous promets que je viendrai en parler avec vous. Et je ne veux pas simplement, comment dirais-je, enregistrer une autre hypothèse que celle que je souhaite, parce que je l'affaiblirai. Les dirigeants du MoDem se sont souvent opposés à Nicolas Sarkozy. Est-ce la raison d'être de ce parti? Non. La raison d'être de ce parti, c'est qu'il y a une autre
approche de la politique, une autre proposition politique, une autre manière de prendre les problèmes, une autre vision de l'avenir que celle des deux partis traditionnellement au pouvoir. Et il y a une deuxième chose. Oui. J'ai une question encore. Le centre, c'est vraiment singulier dans la politique française parce que c'est le seul parti qui ne considère pas les autres comme des ennemis. Alors justement, à quand le retour d'un ennemis. centre réunifié susceptible d'assurer une force politique d'alternance? Eh bien, j'ai déjà répondu, le Vous plus avez pas vite dit possible. quand, le plus vite possible. Merci beaucoup François Bayrou, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50. Pour C'est dans l'air, très belle soirée sur France 5.